Un fermier des sables, un amiral de Starfleet, des sabres laser et des anomalies spatiales, deux films qui à première vue se ressemblent beaucoup, mais qui en fait n'ont rien à voir. Bienvenue dans Rien à voir les films, épisode 24. Madame Pauline n'est pas la femme de Benarchat, et son bouygues de la rue de Chazelle n'a rien à voir avec le château fort du défunt. Mais Charlotte n'a rien à voir avec mes fonds de bouillon. Ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Le communisme n'a rien à voir là-dedans. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est pour le cinéma ou la télé? Ici on parle de deux films qui nous plaisent, on les compare, on les décortique pour trouver des points communs ou des points de divergence, et puis on fait des digressions pour parler de tout et de rien en lien avec ces films, en lien avec le cinéma. Et si le podcast vous plaît, bien évidemment, vous pouvez nous écouter sur vos plateformes de streaming préférées, nous regarder sur YouTube, et vous pouvez lâcher un petit commentaire, nous suivre sur Instagram sur le compte Rien à voir les films. Et bonjour Benjamin. Salut. Et bonjour Florent. Salut. Alors aujourd'hui, on va faire un double épisode Star Wars Star Trek pour conclure cette première année de podcast. Avant de commencer les résumés, est-ce qu'on peut faire une petite mise au point sur notre niveau de nerderie? Benjamin, t'en es où sur ton Star Wars, sur ton Star Trek? Bah, sur Star Wars, je suis plutôt bien. Voilà, j'ai à peu près tout vu, pas tout non plus. Tous les films et quasiment toutes les séries, sauf les séries animées. J'ai regardé un peu de Clone Wars et Rebels, j'ai pas vu, mais ça m'intéresse pas plus que ça en fait. Ouais. Ça a l'air cool, mais bon, voilà. J'aime bien les jeux vidéo, surtout les derniers qui sont sortis, les Jedi Survivor, qui sont très bien. Je suis en train de finir Star Wars Outlaws, Ouais. qui est ok moyen, mais bon, c'est pas non plus trop désagréable. Sur les jeux vidéo, ils sont pas forcément les vieux jeux vidéo Non. Old Republic. Ça, et j'ai tout. pas trop connu ça. Ouais. Et après, Star Trek, je connais viteuf 4 personnages et le nom du vaisseau. Et sinon, je n'ai vu aucun film. Je À n'ai part vu les aucune deux, série. du coup. Voilà, et du coup, maintenant, Pour le j'ai vu 2 films sur 28, là. 13, non Ouais, 13. Voilà. Est-ce Mais que ça t'a donné envie d'en voir plus, peut-être? peut-être ceux qui ont été faits par Abrams. Ouais. Parce que, à ce qui paraît, Into Darkness, c'est un des meilleurs Star Trek, Excellent. voire le meilleur. Donc, à la limite, pourquoi pas. Et les suites des originaux, pas plus que ça. Pas forcément. Ouais. Non. Florent. Eh ben, j'ai commencé à regarder des films avec les Star Wars. Je devais avoir 3 ans quand j'ai vu pour la première fois l'épisode 1. T'as commencé par l'épisode 1 et... J'ai commencé avec l'épisode 1, que m'a montré mon frère, ou plutôt il le regardait et puis je suis arrivé, Mhm. et puis je suis resté surtout. Ouais. Ensuite il m'a montré les 4, 5, 6, c'était avant 2002 donc. Et après Ah oui. on a vu Ah oui, oui. les suivants au cinéma. Et depuis, je n'en suis jamais ressorti. J'ai joué par contre à quasiment, enfin beaucoup des jeux qui étaient sortis. J'ai lu des comics, etc. Enfin, je suis assez plongé dans l'univers étendu d'avant Disney. Mhm. Beaucoup moins depuis. J'ai regardé la plupart des séries, mais là je suis pas à jour, par exemple sur The Acolyte ou tout Oh. ça. T'as pas raté grand-chose. C'est ce qu'on m'a dit. Et Skeleton Crew, qui est sorti là récemment. J'ai pas regardé Et encore. pouvoir avoir vu les 2 premiers épisodes, c'est sympa. Ouais, on me l'a dit, ouais, ça a l'air pas mal. Ouais. Je vais les regarder à Noël. Et Star Trek? Et Star Trek, beaucoup moins de... Je me suis beaucoup moins immergé là-dedans. Ouais. J'avais vu Star Trek Nemesis avec les gens de The Next Generation Donc tu commences par pendant le 10. mon enfance. Oui, voilà, comme ça. Et après, j'ai vu ceux de Abrams et jusqu'à Beyond. Et j'ai découvert assez tardivement ceux avec William Shatner et tout ça. J'ai jamais, par contre, regardé de série Star Ah ouais. Trek. Aucune. J'ai vu tous les films, je crois. Ouais. Ou presque tous les films, mais pas. J'ai peut-être vu 2 épisodes de Deep Space Nine, Ah oui. par-ci par-là, quoi. D'accord. Par en fait, opportunisme. Donc en fait, je suis le plus à jour sur tout. Je pense, oui. Ouais. Parce que du coup, moi, Star Wars, pareil, j'ai vu tous les films, gros souvenirs d'enfance, redécouvert en 2015 pour la sortie du 7, tout ça, les séries, les comics, les livres, j'en ai bouffé quelques-uns. Et Star Trek, j'ai commencé avec les films de Abrams, et après, du coup, je me suis dit, attends, je vais voir les vieux films, je me suis mangé les 10, j'avoue que les 3 premiers avec l'équipage Shatner, c'était un peu compliqué. Et après, par contre, je me suis bouffé la série originale. Les 2 premières saisons, j'ai pas encore regardé la 3e. Et franchement, c'est très cool. Des fois, c'est un peu ça mal vieilli, mais franchement, ça se regarde. Dans ça a plus de 50 ans, donc c'est logique. Non, mais faut se dire, la série originale, elle était sortie en intégralité, on n'avait pas encore marché sur la Lune. Ouais. Putain, C'est 66-69. la vache. C'est-à-dire qu'il y a des épisodes où ils évoquent la conquête de la Lune, enfin la première mission sur la Lune. Et du coup,
Oui. Ça fait très C'était science-fiction. de l'anticipation Voilà, à l'époque. C'est vraiment de l'anticipation. Par contre, comme j'ai vu les 7, 8, 9, 10, les films, que je comprenais pas qui étaient ces personnages, je les connaissais pas. Du coup, je me suis quand même un petit peu plongé dans la nouvelle génération. Et j'ai dû voir, alors il doit y avoir 9 saisons, j'ai dû en voir 5 ou 6 par là. Et pour le coup, ça se regarde quand même beaucoup mieux. Et les autres séries les plus récentes Les séries récentes, Netflix, Discovery et Picard, tout ça, c'est ça. Strange New World, j'ai regardé. Picard, j'ai vu la saison 1, ça m'a pas paru incroyable. Et niveau série animée, j'en ai vu, j'ai vu vite fait celle de Prime Video, Lower Decks. J'ai trouvé ça très très nul. Mais voilà, bon, il m'en reste encore à découvrir, ça c'est sûr. Du coup, qui est le plus nul entre Star Trek et Star Wars? Comment énerver tout le monde? Les deux sont tellement différents, on Oui. va le voir. J'aime beaucoup les deux pour différentes raisons, pour le coup. Et donc Star Wars, Benjamin, de quoi ça parle? Alors, est-ce que j'ai vraiment besoin de résumer? Oui. Star Wars épisode 4. S'il te plaît. Ok, alors on suit le jeune Luke Skywalker, qui est un fermier sur la lointaine planète désertique de Tatooine, qui se retrouve mêlé malgré lui au conflit qui oppose l'Empire Galactique, mené par l'Empereur et le terrifiant Dark Vador, et lui va intégrer les rebelles, voilà, l'Alliance rebelle qui essaie de lutter contre cet empire, de retrouver un semblant de démocratie, de république, et il va se découvrir une liaison avec la Force et l'ordre ancestral disparu des Jedi. Voilà, mais bon, à part si vous vivez au fond d'une grotte depuis 1977, vous savez de quoi je parle. C'est à peu près ça. Par contre, Star Trek, donc Star Trek The Motion Picture, le premier film, donc Star Trek le film, Oui, de quoi ça parle? Je compte d'ailleurs sur toi pour nous éclairer sur le contexte dans la production du film, c'est-à-dire parce que moi j'ai pas vu la série, mais on sent dans le film qu'il s'est déjà passé plein de trucs. Il a eu une production absolument chaotique, mais on en notamment dans l'histoire des personnages et tout ça. Bien sûr. Alors Star Trek, la Terre, dans le futur, une force inconnue mais très menaçante, fait route vers la Terre. On ignore ses intentions, son origine, ses réels pouvoirs. Seul vaisseau dans le secteur, l'USS Enterprise, sort tout juste d'un grand chantier de rénovation avec pour commandant l'amiral Kirk, qui n'a pas volé depuis plusieurs années. Le vaisseau, doté de nouveaux systèmes, fait face à de nombreuses anomalies, ce qui crée des tensions au sein de l'équipage. À la rencontre de l'entité adverse, qui se nomme Vidger, l'Enterprise est gobée par un vaisseau gigantesque. La navigatrice Ilia est enlevée et remplacée par un double robotique qui se fait ambassadeur de l'entité Vidger. Spock sort seul en combinaison spatiale et s'aventure jusqu'au tréfonds de la superstructure, où il découvre que le vaisseau et Vidger ne font qu'un, c'est une entité mécanique. Vidger prend les êtres humains pour des parasites qui infestent l'Enterprise et la Terre et a l'intention de les éradiquer. Il est à la recherche de son créateur et pense que l'humanité lui barre la route. Au centre du gigantesque vaisseau trône Voyager 6, une sonde terrienne du XXe siècle. Elle comprend enfin que l'humanité est effectivement son créateur, lorsque l'officier de bord Decker accepte de fusionner avec le double robotique d'Ilia et Vidger. La Terre est sauvée, Kirk et l'Enterprise partent vers de nouvelles aventures. Alors ça a beau être un très très bon résumé, qui résume vraiment ce qui se passe, ça reste, je pense, assez obscur pour ceux qui n'ont pas vu le film, et même pour ceux qui ont vu le film. Et plus ou moins que Casino Royale à l'époque. Ça se questionne. Ce sont deux films, Star Wars épisode 4 et Star Trek le film, qui ont une lourde tâche, très très lourde tâche, qui est de démarrer une saga énorme. Ils en ont pas forcément conscience à ce moment-là. Après Star Trek le film, il y a eu 13 films en tout, 8 séries en comptant celles qu'il y avait eu avant, et 3 séries animées. Et Star Wars, il y a eu 11 films, plus 3 qui ont été un peu mis de côté. Mais 7 séries live et une flopée de séries animées, je les ai pas toutes comptées. Et surtout, la grande difficulté pour Star Wars, c'est que ça part de zéro. Et il n'y a pas de livre sur lequel c'est basé, il n'y a pas de bande dessinée, il n'y a rien, c'est vraiment un scénario qui est sorti de la tête de Lucas. Et Star Trek, c'est un petit peu sorti de la tête de Gene Roddenberry, c'est un peu l'équivalent de Lucas pour Star Trek, qui lui a créé la série originale. Donc le film avait quand même un point de départ. Ce qui du coup peut être un sacré handicap, parce que comment est-ce qu'on démarre un film qui est hérité d'une série? Est-ce qu'il faut représenter tous les personnages? Et c'est un peu ce qu'essaie de faire le film. Il essaie de s'adresser aux gens qui connaissent la série, aux gens qui la découvrent, mais pour autant
si on n'a pas vu les films de J.J. Abrams avant, on reste un peu perdu, c'est un peu flou. C'est à la fois un handicap et une béquille, parce que les producteurs savaient qu'ils pouvaient reposer un petit peu sur la fanbase existante de la série, mais il fallait également faire un film qui soit assez ouvert pour pouvoir embarquer des gens qui n'étaient pas du tout familiers avec la série. Exactement. Et donc Star Wars sort en 1977, et c'est un film qui est extrêmement solide en termes d'univers, en fait, avec tous les personnages qu'il y a qui sont incroyables, le lore qui est déjà très présent et qui raconte un petit peu ce qui s'est passé avant, ce qui permet de faire des films qui se sont passés avant, ce qui laisse beaucoup de place pour après, ce qui permet de raconter ce qui s'est passé après. Surtout que ce qui est l'avant, enfin ce qui est raconté par Obi-Wan, est suffisamment vague pour avoir une marge de manœuvre, mais suffisamment précis pour qu'on ait un contexte un peu clair, avec la chute de la République, la chute des Jedi, et il faut pas oublier non plus le fameux résumé du générique de début, qui nous pose un contexte. Alors, quelque part, on peut dire, c'est un peu feignant de juste mettre, bon, il s'est passé ça, mais c'est Star Wars, donc on passe. Ouais, mais c'est utile. Ça marche tellement bien. Mais surtout que là, c'est bien utilisé. Contrairement à certains films de la saga, on t'apprend des trucs de fou, mais dans le résumé de début, tu fais d'accord. Je ne dirais pas lequel. Star Wars 9, je ne dirais pas lequel. Mais c'est très bien utilisé dans celui-là. C'est brillamment exécuté. C'est comme dans les films Pulp à la Flash Gordon des années 50. C'est exactement comme ça que ça se passait. Et donc, à l'inverse, Star Trek, c'était une série avec 3 saisons produites entre 66 et 69 qui a connu beaucoup de coupes budgétaires avec la chaîne NBC qui a un peu tenté de saboter le projet sur la fin et qui a un peu tenté de faire mourir la série. Et Star Trek, en fait, dans toute sa vie, c'est mort, c'est rené, c'est mort, c'est rené, c'est mort, c'est rené, ça fait que ça. Et en fait, dans les années 70, Gene Roddenberry, il s'est rendu à une convention de fans et il a dit « Ouais, j'aimerais bien faire un film Star Trek », et il y a eu un engouement énorme. Et au final, le projet qui s'est dessiné, c'était plutôt de faire une deuxième série qui s'appellerait Star Trek Phase 2. Et avec Star Trek Phase 2, on introduisait des nouveaux personnages, notamment le nouveau commandant de l'Enterprise, et Ilia, Decker et Ilia, qui étaient censés être des personnages au cœur de cette série, et avec comme épisode pilote le scénario du film Star Trek, le film. Sauf qu'en 1977 sort Star Wars, et donc ils se disent « Attends, mais en fait la science-fiction ça marche vachement bien au cinéma, ça commence à relancer, on peut... en fait notre projet Star Trek Phase 2, sur lequel on a déjà investi beaucoup de millions, finalement on peut peut-être en faire un film. » Et donc c'est comme ça que l'épisode pilote de cette série Star Trek Phase 2 s'est retrouvé à être rallongé en passant de 50 minutes à 2h10 de film, quasiment. Ah oui, voilà pourquoi. C'est pour ça que le film a un rythme catastrophique. Je veux dire qu'il est chiant, personne. Qu'il est extrêmement chiant. et qu'il a été renommé par la fanbase Star Trek The Slow Motion Picture, surtout. Effectivement, en n'ayant pas regardé la série, j'ai senti en re-regardant le film qu'il y avait cet esprit de on respire, on peut dilater les plans, on a des grands modèles, on peut les montrer, machin. Mais mais ça ressemble pas du tout à la série. En fait, la série, si tu veux, c'est... Est-ce que tu as déjà vu des images de la série, des extraits ? J'en ai vu. La série, c'est très très peu de budget, c'est des décors en carton-pâte. Les plans extérieurs du vaisseau, c'est 3 plans qui ont été tournés pendant la pré-prod du film, qui étaient mal détourés en plus et qui ont été utilisés dans toute la série. On a de la chance parce que les séries qu'on a aujourd'hui en version HD, ils ont refait tous les plans extérieurs pour que ça ressemble un peu à quelque chose. Oui. Voilà, pour qu'on ait typiquement, s'il gravite autour d'une planète, que la planète ressemble à la planète du film, de l'épisode. Et surtout, effectivement, c'est un épisode, un thème. Y a pas de, ça se suit pas. C'est voilà, c'est épisodique, quoi. Voilà. Pas de fil rouge. On a une situation, l'équipage de l'Enterprise s'y rend, Kirk, Spock et McCoy ils philosophent un petit peu sur ce qui se passe. Et voilà, globalement, l'épisode se finit. Et c'est exactement ce qui se passe dans ce film. C'est une intrigue, comme ça pourrait être un épisode. Pour le coup, par contre, c'est un très très bon scénario, je trouve. Cette histoire où ils se rendent dans une anomalie, où il y a... c'est très métaphorique, où à la fin, il y a un enfant qui fusionne. Enfin, bref, je trouve ça quand même assez magnifique en termes de science-fiction. C'est vrai que par contre, en termes de rythme à regarder, c'est assez indigeste à certains moments. Parce que déjà, il y a des fois des films comme ça qui sont à la base des idées de séries ou des idées d'épisodes dérivés, et qu'on dit, déjà, adapter un épisode, un scénario qui fait 40 minutes,
en film d'1h30, déjà c'est compliqué. Mais en film de 2h10, et encore, non, c'est la Director's Cut qui fait 2h10. Ouais, possible. Moi j'ai vu la version ciné oui, de oui. 2h, déjà c'était long. Je t'avoue que. Et moi j'ai fait. Bon, allez, on a compris là. Quand t'as 45 ans. Alors, j'ai pas de problème avec les films contemplatifs. Hein. Moi, mon film préféré, c'est Alien. Hein, donc, Ouais. en termes de SF contemplative, ça se pose aussi. Mais Alien, c'est pas chiant, quoi. Et c'est le truc qu'on n'a pas précisé. C'est évidemment Star Wars. C'est réalisé par. Enfin, en tout cas, le 4, il est réalisé par George Lucas. Mais le Star Trek, il est réalisé par Robert Wise. Le mec qui a fait West Side Story, quand même. Donc, c'est pas. Oui. Ouais, je l'ai super bien dit. J'allais dire Wild Wild West, mais rien à voir. Donc c'est quand même Malheureusement. quelqu'un d'important, quoi. Ce film Star Trek est très inspiré de 2001 Odyssée de l'espace, dans le style contemplatif. C'est un film qui a une ouverture au début, avec 2 minutes d'écran noir avec de la musique, ce qui me fait demander à chaque fois, est-ce que mon Blu-ray marche bien? Il n'y a pas d'entracte. Non, il n'y a pas d'entracte. Ça aurait- Bon, Et j'aime bien aussi au niveau thématique. oui, Dans le film Star Trek, donc c'est l'équipage de l'Enterprise est face à une entité qui est inférieure à eux, à cette sonde Voyager des années 2000 qui a été transformée par des aliens, alors que dans 2000 Odyssée de l'espace, c'est les humains qui sont la forme inférieure par rapport à les entités qui font ce qui se passe, aux créateurs des monolithes et tout ça. et notamment, il y a toute cette partie où il rentre dans l'anomalie, avec des projections un petit peu de toutes les couleurs, et c'est par le même artiste qui a fait la même partie littéralement dans 2001 Odyssée de l'espace, quand Bowman se rend Voilà. dans le monolithe. C'est Douglas Trumbull qui a vraiment supervisé les effets de 2001. Je me suis un petit peu renseigné parce que je ne savais pas qu'il avait participé à Star Trek, le film, mais j'ai pas pu avoir une mention, j'ai pas trouvé de mention très très claire sur exactement qu'est-ce qu'il a fait. Je sais qu'il a participé au film, mais apparemment ça aurait été plus sur des effets de maquette. Parce qu'en gros, ils n'avaient pas... J'ai lu des petits bouts d'interviews par-ci par-là que j'ai pu trouver. Ils n'avaient pas une maquette assez grande de l'Enterprise, cette séquence quand ils sont dans le chantier naval, là, en rénovation. De 20 minutes, je la vois très bien. Oui. Voilà, tout le premier tiers, quoi. Apparemment, ils n'avaient pas, d'après lui, une maquette assez grande pour faire les plans qu'ils voulaient faire. C'est-à-dire pour rendre la maquette assez grande. Ouais. Et il a travaillé là-dessus, vu que c'était un peu un dieu des effets spéciaux à ce moment-là, pour travailler ces images de sorte à ce que l'Enterprise apparaisse le plus grand possible. Ça marche plutôt bien d'ailleurs, parce que effectivement c'est très joli. Oui. Avec ce petit bonhomme qui se balade sur chaque plante, tu sais, pour qu'on ait un peu une échelle. Exactement, l'étalon d'échelle qui est nécessaire. Pour le coup, c'est une énorme différence avec Star Wars, qui lui aussi se base sur beaucoup de maquettes, sur des décors qui sont géants, mais il y avait une vraie volonté de George Lucas de pas rendre ça contemplatif, de pas trop s'attarder forcément sur chaque décor, de pas les filmer en super grand angle, et de montrer que c'est un petit peu, le Faucon Millenium qu'il est un petit peu dégueulasse, quoi. Dans Star Trek, quand on voit l'Enterprise, on est censé être waouh, il est tout neuf, waouh, flambant neuf. Dans Star Wars, on fait un petit peu waouh, mais les personnages ils sont en mode mais c'est quoi ce tas de boue, Tout est usé. Il est bon pour la casse. Ouais, voilà, C'est exactement. C'est un monde usé. Ouais. Les superviseurs des décors passaient leur... il y avait des assistants en décor qui passaient leur temps à nettoyer les sols de l'Étoile Noire, du décor de l'Étoile Noire, pour que ce soit clinquant et brillant. Voilà. Et George Lucas, il disait non, laissez Laissez la saloperie, c'est super. Mais oui. C'est exactement comme ça qu'il faut le tourner. Surtout même au niveau des personnages, je veux dire, l'équipage de Starfleet, c'est l'élite. On va dire, c'est l'élite, tout ça. Alors que les protagonistes de Star Wars, si on parle de l'Alliance Rebelle, il y a un peu le côté prolo de l'espace, les rebelles. Non, mais voilà, la rébellion armée d'un pays qui fait avec ce qu'ils ont. Un peu les punks à chiens de l'espace. Ouais, je veux dire, Luke, il vit avec son oncle et sa tante dans une ferme, il fait du boulot manuel, il va récupérer des droïdes aux Jawa qui font du troc, en fait, pour les aider, tout ça. C'est comme ça qu'il récupère R2D2 et C3PO. Mais voilà, il y a vraiment cet aspect homme du peuple qui participe à la grande aventure. C'est une différence de société aussi avec Star Trek. C'est que Star Trek, la société est hyper organisée et il y a plus d'argent, il y a plus tout ça, ça a été dépassé. Et l'équipage de l'Enterprise, c'est un équipage qui est âgé, qui est hyper expérimenté, hyper structuré surtout. Et il y a pas d'ennemis dans Star Trek. Enfin, dans le premier film, en tout cas, il n'y a pas d'ennemis.
On sent qu'on est dans un monde en paix. Il y a les Klingons qui sont mentionnés vite fait, mais on les affronte pas dans le film. Non, on les voit au début. Ouais, on les voit au début, mais on les affronte pas. Voilà. Et effectivement, si on doit comparer les deux personnages principaux, on a l'amiral Kirk, qui du coup, entre la série et le film, est passé du grade de capitaine au grade amiral, qui a une confiance débordante en lui, qui d'ailleurs est montré un peu comme un con, parce qu'il arrive, il fait je récupère ce vaisseau. Comme il vole pas depuis plusieurs années à ce moment-là, il est devenu un petit peu incapable et déshabitué du front, quoi. C'est ça. Surtout que l'Enterprise a évolué sans lui, quoi. C'est pour ça qu'il garde le capitaine actuel sous son aile en mode bon, si jamais il y a un truc que je comprends pas, t'es là, quoi. Ça peut être de sa faute. Voilà. Mais il est très expérimenté, mais ce vaisseau ne lui appartient plus. Et un peu dans tous les films, ils vont chercher un prétexte pour que quand même ils reviennent aux manœuvres de l'Enterprise. On va pas lui filer un nouveau vaisseau. De toute façon, l'Enterprise, c'est le plus gros vaisseau de la flotte. Donc on le récupère, et pour le coup, Luke, c'est un débutant. Enfin, c'est même pas un débutant, c'est juste... C'est moins que rien. C'est un petit fermier, voilà. Et qui va découvrir le monde. Qui n'a jamais été dans l'espace. Exactement. Sauf au début de sa vie quand il se rappelle pas. C'est vrai. Je pense que le problème principal aussi de Star Trek, c'est que ils ont trop de personnages. Enfin, ils n'ont pas trop de personnages, mais beaucoup ne servent pas à grand-chose. J'adore McCoy, donc le médecin de bord. Dans la série, il est très cool. Il a une super relation avec Kirk. Mais dans le film, il sert à rien. Sert à rien. Il arrive, il revient sur le vaisseau, on ne sait pas trop comment, avec une barbe et tout. Ça sort un peu de nulle part, mais il ne servent pas à grand-chose. Et Spock... donc Monsieur Spock, on le montre en train de renier un petit peu sa planète natale, Vulcain, pour repartir avec Starfleet. Et puis après, il y a tous les autres. Il y a Scotty, qui est l'ingénieur, il y a Uhura qui s'occupe des communications, il y a Sulu qui est pilote, il y a Chekhov, je sais pas à quoi il sert dans ce film. Et donc il y a Decker, le nouveau capitaine, et il y a, on ne sait pas vraiment qui c'est. Chekhov, il sert à dire oh là là, le moteur, oh. Ouais, et donc, il a pas l'accent du sud, mais il a l'accent russe. L'accent russe. Et Scotty, que j'aime bien, il a l'accent écossais. Scottish, il est très Scottish. Oui. Et oui, c'est une contrainte que Star Trek a, c'est de replacer tous les personnages de la série. Le truc, c'est que dans la série, les personnages, ils n'étaient pas tous là à chaque épisode. Ils étaient tous réunis sur les gros épisodes, avec le gros budget, mais sur la plupart, en fait, si on avait besoin à un moment donné d'avoir des communications, on faisait venir Uhura. Voilà, et les seuls qui revenaient dans la première saison, c'était Kirk et Spock, et à partir de la deuxième, il y a McCoy qui intervient à chaque épisode. Mais à part ça, ils sont pas tous réunis au même moment. Pour le coup, dans Star Wars, tous les personnages, forcément, sont utiles, puisque ils ont été écrits pour le film. Et ils sont très très bien caractérisés, c'est-à-dire que immédiatement on comprend qui c'est. Han Solo, on comprend direct que c'est un pilote de l'espace, très arrogant, assez solitaire. Obi-Wan, c'est un vieux maître Jedi, protecteur, puissant. Il reprend le fameux le modèle de scénario, donc l'aventure du héros. Voilà. Le héros mi-visage, C'est ça, le héros mi-visage, où le héros, c'est généralement qui est une sorte d'élu, va rencontrer un vieux maître qui va lui enseigner des arts, certains, alors c'est transposable dans plein, genre Harry Potter, Seigneur des Anneaux, enfin, il y en a plein. C'est pas pour rien, voilà, c'est que ça marche, c'est très efficace, et Star Wars, c'est un des meilleurs exemples. Mais bien comme sûr. Tu as dit, direct, en fait, même s'ils sont pas souvent plus développés que ça, leurs archétypes sont suffisamment bien définis pour qu'on sache qui va faire quoi. Même Han Solo, tu sens que, bon, ok, il pense un peu qu'à sa gueule, mais il a pas un mauvais fond. Et quand il revient à la fin pour aider les autres, tu dis, oui. Et surtout, le duo C3PO R2D2, qui fonctionne très très bien avec... j'adore cette mécanique entre les deux, évidemment, mais C3PO qui est très bavard, R2 qui est ultra téméraire, voilà, ça marche extrêmement bien. Et surtout, heureusement que R2D2 n'est pas traduit, ce qui doit envoyer un nombre d'insultes à la minute. Tout est bipé, c'est pour ça. Ouais. Et effectivement, le méchant principal, donc on a Dark Vador qui est le mal incarné, le mal absolu. Et dans Star Trek, on a Vidger. Et en fait, Vidger, c'est la menace du film pendant tout le film, mais on ne sait pas ce que c'est. On ne comprend pas, et c'est ça qui, je trouve, nous perd un petit peu au début, c'est que on a une menace, mais on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas s'il est vraiment dangereux, on ne sait pas. Et ça, c'est un truc qu'on découvre qu'à la fin. Et c'est toute l'intrigue du film tourne autour de ce méchant. Alors que dans Star Wars,
le méchant, il est là, mais tout ne tourne pas forcément autour de lui. Non, c'est l'Empire en général. C'est l'Empire de manière générale. Lui, c'est un peu C'est la menace, on dit que on sait que c'est la menace principale. Le grand méchant. Parce que c'est lui qui peut battre 15 Stormtroopers. S'il est face à Dark Vador, c'est là où ça se corse. Voilà. Et c'est un peu enfoncer des portes ouvertes, mais c'est pas pour rien que c'est un des meilleurs méchants de l'histoire du cinéma. Alors là, le développement dans le 4, il n'y en a pas beaucoup de la part de Vador. Mais rien que le design, la voix, la posture, bon, tout est parfait, quoi. Bien sûr. J'aime bien cette comparaison parce que dans les deux cas, on a, vraiment dans les deux films, on a une force adverse qui est titanesque, qui est presque toute puissante, et d'une assimilation froide et méthodique, comme, l'Empire, c'est contrôler la galaxie, Vidger, c'est avancer jusqu'à la Terre, quoi qu'il arrive, en traitant les humains comme de la vermine. Mais comme des structures carbone. C'est exactement. Ça. J'ai plus le terme. Là, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que en regardant Star Trek le film, ça m'a beaucoup plus fait penser dès le début à l'ouverture de l'épisode 2 de Star Wars. Ah ouais ? Parce qu'on est sur un monde qui est déjà très établi. Moi, je débarque dans le film, je sens qu'il y a déjà plein de trucs qui sont passés entre les personnages. Et on est sur, au début de l'épisode 2, il y a une attaque initiale, comme contre les Klingons au tout début. Et il y a cette enquête qui est menée un petit peu, une enquête assez hésitante, hasardeuse. Ils savent pas trop ce qui s'est passé ni pourquoi, comme quand on cherche l'assassin présumé de Padmé au début. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. C'est vrai que les deux films, par contre, s'ouvrent sur des plans de vaisseaux. Pour le coup, l'ouverture de Star Wars, absolument magistrale. Évidemment, elle a été analysée dans tous les sens, avec ce tout petit vaisseau qui passe devant la planète. Sur le scénario du film A Vast Sea of Stars, une mer d'étoiles dans laquelle plonge un petit vaisseau. Et ce vaisseau pointu, triangulaire, qui d'un seul coup occupe tout l'écran pour montrer la menace, c'est tellement efficace. Et on a vraiment ce fer de lance qui est dirigé tout droit vers tout ce qui reste presque de l'Alliance rebelle pour récupérer ses plans volés. Et j'ai lu apparemment que c'est notamment Star Wars qui avait motivé Star Trek, le scénario de ce film Star Trek, à passer plus dans la science-fiction pure, plus dans la tradition Asimov, les idées qui sont vraiment, pas lourdes, mais disons intellectualisées, sophistiquées. Asimov a été consultant sur le film. Il est crédité au générique. De Star Trek ou Star Wars ? De Star Trek. Oh, Star Wars. Oui, c'est pour ça ça m'aurait étonné, mais ouais. Et apparemment, ce serait pour ça que Star Trek le film n'a pas de bataille spatiale vraiment importante dans le film. Il n'y a aucune scène d'action dans Star Trek, le film. C'est quand même un petit peu excitant quand il y a des quand il y a éclairs qui se baladent dans le vaisseau. Enfin, tu te dis, voilà, qu'est-ce qui va se passer là, il se passe quelque chose. Comme Star Trek le film sort 2 ans après Star Wars, ils voulaient se démarquer. Et donc ils ont fait aucune bataille spatiale, c'est-à-dire exactement ce qu'on attendrait éventuellement d'un film Star Trek avec du budget. Ils se sont dit non, on ne fait pas de bataille spatiale. Juste au début, 3 vaisseaux Klingons qui se font dézinguer. Il n'y en avait déjà pas dans la série originale, parce que tu te doutes que... Oui, ça coûte cher. ça coûte cher. Il y a je me souviens d'un épisode où ils affrontent des Klingons, où ils passent 20 minutes à envoyer une torpille. Oh là là. Et je crois que c'est la seule torpille qui est envoyée de tout l'épisode. Bon, ça coûtait cher. Star Trek et les batailles spatiales, effectivement, il faudra attendre plusieurs films pour en voir. Et puis jusqu'à J.J. Abrams, qui a vraiment bien intégré les batailles, qui a vraiment réussi à faire de la science-fiction pure, de recherche scientifique, et en même temps beaucoup d'action, et des lens flares. Mais voilà, il faudra attendre un petit peu de temps, effectivement. Si vous cherchez de l'action, ne regardez pas forcément Star Trek le film. Mais si vous cherchez quelque chose de très intéressant, genre un bon truc pour dormir. Non mais après je me suis pas non plus ennuyé, tu vois. Enfin, la contemplation, ça a du bon aussi. Bien sûr. Mais effectivement, ça. Faut être réveillé. Ça en mettait une tartine sur oh là là, on a refait la peinture de l'Enterprise. Ah encore une fois, oui, pour rentrer dans le vaisseau, le téléporteur ne marche plus. Ah oui, et du ça, coup, justement, pendant 20 minutes, on regarde le vaisseau en long, en large et en travers. On dirait, les youtubeurs qui veulent faire absolument passer un objet en frais de société, et du coup ils montrent bien dans la vidéo, oh regardez, j'ai acheté un nouveau PC. C'est ça.
Mais c'est cette courte scène de violence extrême entre deux personnages, les pauvres malheureux qui se retrouvent dans le ça m'a, je m'en suis rappelé, ça m'a fait un flashback de quand j'avais vu le film pour la première fois quand j'avais 14-15 ans. Ça m'avait vraiment marqué. C'est assez. Mais ça ne revient plus. Anecdotique et c'est presque plus traumatisant comme ça. C'est que ça arrive et on n'en parle plus. Je sais pas si ça arrive à un quelconque autre moment dans le reste de la franchise. Ah, des problèmes de téléporteurs, oui, il y en a de temps en temps, ouais. Et ça me fait penser que, en fait, ça ressemble un petit peu. Enfin, c'est une séquence de violence assez inédite et qui revient plus après. On voit un petit peu la même chose dans Star Wars. Quand on voit ce que les Stormtroopers ont fait de l'oncle et de la tante de Luke, une fois que, on voit jamais à aucun moment des cadavres comme ça. Carbonisés, brûlés, des squelettes avec des lambeaux de peau de chair dessus. On n'en revoit plus dans la saga. Ouais. Surtout qu'en plus, Luke, il est traumatisé. Au début, il arrive, il fait ok. Et pareil, on en reparle. Et après, plus. C'est ça. Bon, et c'est parti. Maintenant que. on peut y aller maintenant. Yes, j'ai pris mon indépendance. C'est bon, je peux revendre mon speeder. En plus, ils disent ça en incinérant des Jawas qui se sont fait assassiner par les troupes de l'Empire. On voit le mec est pas si traumatisé. Oui, c'est vrai. On voit C3PO qui porte comme ça un corps de Jawa et qui le balance sur le tas de flammes en mode bonjour. Possiblement le seul moment où C3PO est utile du film. Mais parce qu'il faut respecter le protocole. Avec la voix de Maestro dans Il était une fois la vie. C'est vrai. En VF. Même les Stormtroopers, c'est un peu. Même Obi-Wan, quand les hommes des sables sont tués, et que Obi-Wan dit. les Jawas sont tués, pardon. Et que Obi-Wan dit non, ce n'est pas les hommes des sables. Seuls les Stormtroopers sont aussi précis. Oui. Bon. Les troupes d'élite de l'Empire. C'est ça, les fameuses troupes d'élite qui touchent pas un mec à 10 mètres. On repense évidemment au Stormtrooper qui se prend la porte qui se ferme. Ouais, c'est ça, il fait hangover. Et en plus, il y a l'effet sonore où le mec fait punk. Ils l'ont rajouté. Qui a été rajouté après. Oui. Exactement. Si on peut faire un petit aparté sur ce qui a été rajouté après. Ah oui. Oh les fameuses éditions spéciales, parce que les deux films ont des éditions spéciales. Oui. On va commencer par Star Trek. Cool. Star Trek, je l'ai jamais vu dans sa Director's Cut, puisque ça rajoute des scènes coupées, pour rajouter un petit peu de longueur. Notamment beaucoup de scènes avec McCoy. Voilà, pour qui, alors pas pour qu'il se rende utile, juste pour qu'il parle un peu plus. Mais par contre, il y a un vrai truc comme dans Star Wars, c'est-à-dire qu'ils ont modifié un décor, notamment toute la planète Vulcain, qui a été un petit peu retapée, où ils ont rajouté des bâtiments ou du décor en tout cas. Ils ont un peu redensifié ça. Ils ont changé la lumière, je crois, et il y avait une lune, et puis ils disaient dans la série qu'il n'y avait pas de lune, alors ils ont enlevé les lunes et changé le ciel, un truc comme ça. Quelques détails, mais ils ont la conformation. Voilà, ils ont retapé un petit peu la planète Vulcain. Dans Star Wars, qui veut parler des éditions spéciales de Star Wars? Alors, j'ai pas la force. Je suis pas un pro, je sais pas exactement tout ce qu'ils ont rajouté à 100%, mais c'est notamment dans certains plans, ils ont pas rajouté des scènes, mais c'est surtout augmenter les Ils ont rajouté des scènes. Ils ont rajouté une scène. Ah oui, c'est vrai. Mais par exemple, sur certains plans de vaisseaux, d'avoir refait les vaisseaux en effets spéciaux numériques, ça, par contre, notamment les X-Wing ou le Faucon Millennium, et ça, en vrai, c'est bienvenu, parce que ça améliore, on va dire, le rendu visuel. Après, il y a certains plans où c'est rajouter des créatures en effets spéciaux dans le fond, et ça, malheureusement, ça tranche un peu avec le reste. Quand ils arrivent à Mos Eisley, voilà. Oui, c'est pas Mos Eisley. Ouais. Cette grosse créature en bouillie numérique qui passe. En plus, ça passe devant l'écran. C'est mal foutu. Et notamment rajouter des gags ou des trucs comme ça, un petit peu avec des robots ou des trucs comme ça, qui cassent un peu le rythme. Oui, ou le Jabba le Hutt, ou Jabba le Forestier. Jabba le Forestier. En VF, en CGI aussi. Oui. Après, ça, c'est normal parce que pour le coup, dans le film. De base, c'était vraiment un mec avec un gros manteau. C'est des CGI, de la menace fantôme. Édition spéciale, c'est quoi? C'est 97 97 édition spéciale, 99 l'épisode 1. Ouais. Le travail avait commencé en 95, je crois, sur la restauration des... Mais de toute façon, il y a eu plusieurs rééditions spéciales depuis, sur les éditions 4K 2004, même. Voilà, c'est les CGI d'époque, quoi. Ouais. Mais après, je sais pas laquelle c'est, parce que moi, je l'ai revu sur Disney+. C'est la toute dernière. Ok. Parce que le 4, je l'ai en DVD, mais bon, je me suis dit, autant le revoir en qualité Blu-ray. Et la plus the most infamous, comme diraient les Américains, c'est le fameux Han shot first, donc Han a tiré en premier, où il se retrouve dans la cantina de Mos Eisley avec Greedo, qui était un tueur de primes qui veut le tuer. Et dans la trilogie, dans la version originale du film, Han Solo parle avec lui et il le bute en fait sous la table, il tire dessus au blaster. Et c'est là qu'on voit que
c'est un petit filou, Han Solo. Voilà, c'est qu'il se laissera pas faire, et même s'il met des coups littéralement en dessous de la ceinture, bon ben ouais, c'est ce qu'il fait pour survivre, et ça caractérise le personnage. Sauf qu'en fait, ils ont changé ça, où maintenant, si tu regardes le film, en fait, Greedo tire en premier, il loupe, et Han bouge sa tête un tout petit. Voilà, ça bouge bizarrement, parce qu'ils ont pas retourné la scène, c'est juste des effets spéciaux. C'est un plan fixe qu'ils ont. Et voilà, et Han tire en réponse, du coup, ça serait de la légitime défense. Ce que je trouve moins... Déjà, ça se voit, le changement, et c'est un peu moche. Très et moche. Deuxièmement, je trouve que c'est une moins bonne caractérisation de Han Solo. Oui, c'est moins un switch après dans l'histoire quand il revient aider Luke à la toute fin du film. Bah oui, parce que Greedo n'avait aucune raison de tirer en premier, enfin de tirer à ce moment-là, quoi. C'est vrai. Et après, effectivement, il y a eu des éditions spéciales sur d'autres films, enfin sur les autres films de la saga, Oui. de la trilogie originale, qui sont moins problématiques. C'est surtout sur cet épisode 4, le pauvre, où justement il y a une Despecialized édition qui est sortie. Je sais pas où est-ce qu'on peut la trouver, je l'ai cherché, je l'ai pas trouvée. Je peux vous la fournir, c'est celle que je regarde maintenant parce que... Est-ce que c'est celle que tu as regardée pour le Oui, épisode ? Ah ouais. je la regarde depuis plusieurs années. Bon, c'est pas disponible en français, il n'y a pas la bande-son en français, Oui. mais c'est ce que je regarde maintenant depuis des années. Ouais, je me fais un malin plaisir d'ailleurs de le montrer à des amis que quand ils n'ont jamais vu Star Wars, je leur montre Star Wars le plus proche possible de... Voilà. Ouais. C'est un projet de fan qui me fait un peu penser on en avait parlé, je crois, dans l'épisode de Dune. Où Ah il y oui. avait y a quelqu'un sur YouTube qui a sorti une version du Dune de David Lynch en version longue avec les scènes, les effets spéciaux restaurés, tout ça, et c'est un travail de fan, t'as son 4K et tout. J'aime bien cette version aussi. C'est- Ouais. Pour c'est recoller à la impressionnant. version, la vision originale de Lynch, ouais. C'est impressionnant, Ouais. quoi. Et qui, pour le coup, est très très bien. Ou même d'autres projets qui ont été faits, qui ont été financés pour le coup par les studios. On pense à la Richard Donner's Cut de Superman 2, Oui. ou à la Snyder Cut de Justice League, par Oui. exemple. Voilà. Où on retape le film, mais pour le coup, c'est un travail qui est autrement plus grand que de juste recoller à la vision... Parce que là, c'est fait par des fans, quoi. Voilà. Ouais, c'est l'épisode 4 qui a été le plus rénové, le plus modifié, forcément parce que c'est un peu le prototype de la saga. C'était l'épisode qui avait le moins de budget et c'est celui qui s'est fait dans le plus de douleur. C'est une des raisons pour lesquelles George Lucas n'a pas réalisé jusqu'à l'épisode 1 ensuite. Mhm. Il a vraiment voulu déléguer ça parce que la production a été assez infernale de l'épisode 4 pour lui. De toute façon, Lucas, c'est un meilleur scénariste qu'il n'est réalisateur. Et surtout Et directeur pourtant, d'acteur. Oui. Quand on connaît un petit peu l'histoire de la production de Star Wars, il y a eu tellement de gens qui sont intervenus sur le scénario, notamment sa femme de l'époque, Marcia Lucas, qui a monté le film. Ouais, sur le montage. Et tout le monde est intervenu pour justement modifier des trucs, pour en arriver à ce qu'est Star Wars. Et surtout que la différence, on en reparlera quand on parlera de l'Empire contre-attaque, mais la différence parce que Lucas est très académique dans sa réalisation, Ah oui. et qu'on voit par rapport à Irving Keschner, c'est pas pareil. Bon, après, il y avait plus de budget et tout, mais rien que dans la chorégraphie des plans, c'est très différent. Oui, Quoi. à chaque fois quand on change de lieu, il y a l'establishing shot, et puis on passe dans un champ, contre-champ, et puis plan d'ensemble, et puis machin, et puis on change de lieu, et puis ré-establishing shot, alors que bon, on l'a déjà vu ce lieu, etc. Ouais. Mais c'est assez lourd quand on s'arrête dessus. Et l'autre raison pour laquelle les effets spéciaux ont tellement été retouchés, c'est parce que, se doutant qu'il allait avoir besoin d'une base solide en effets spéciaux, il a fondé la société ILM, Industrial Light and Magic, et il y a une phrase qui est dite dans L'Empire des Rêves, le documentaire sur la production de la trilogie originale, c'est avant que il faut terminer l'usine avant que la première boîte de haricots verts ne trouve son chemin jusqu'à l'étal des marchés. Et c'est exactement ça, c'est qu'ils étaient encore en train de construire énormément de choses au niveau de cette société et de ce qu'ils pouvaient faire au niveau technique. C'est d'ailleurs super drôle parce que sur un des plans du making-of, on voit qu'ils avaient des machines robotisées pour pouvoir vraiment faire des mouvements fluides en stop motion avec les vaisseaux et tout ça. Ils pouvaient, c'était un des premiers systèmes de motion control pour déplacer dans l'espace méthodiquement une caméra. Ouais. Et notamment l'attaque dans l'étoile noire, oui. qui est assez impressionnante comme ça a été fait. Il y a des gens qui ont essayé de la refaire avec les technologies de l'époque. Oui. C'est hyper dur. C'est une des séquences qui a été le plus massivement refaite en 3D ensuite. Parce que les demandes de George Lucas étaient super élevées, mais
Mais enfin, franchement, pour avoir vu il y a pas longtemps donc la série, la version de Specialized, ça passe super pour un film des années, la fin des années 70. Et du coup, alors juste, je montre un petit peu ma collection. Mais effectivement, on a Les Guerres de Lucas, qui est un roman graphique qui revient vraiment sur toute la création de l'épisode 4, en fait, du casting à tout, enfin même avant quand il a créé ses films étudiants, le THX et tout. Et un super bouquin pour voir un petit peu tout le travail qui a été fait par plein d'autres personnes sur le scénario, c'est La Guerre des Étoiles, ou The Star Wars en version originale, qui adapte le scénario original de Star Wars. C'est de la merde. Je tiens à dire, cette BD, le scénario en tout cas de cette BD est catastrophique. Et effectivement, on sent qu'il y a eu beaucoup de retravail. Par contre, ce qui est passionnant du coup avec ce genre de BD, c'est de voir tous les concepts qui ont été gardés pour les films suivants. Tout ce qui a infusé finalement l'univers de. Et il y a plein de vaisseaux qui ont été gardés pour la prélogie notamment. Quelqu'un qui a beaucoup fait aussi pour le premier Star Wars surtout, c'est Ralph McQuarrie, qui est un concept artiste qui voilà, est à l'origine de la plupart des ébauches, des designs de Star Wars, et qui a été un outil indispensable pour vendre en fait le projet de film auprès des producteurs où il y a presque personne qui croyait au projet. Enfin, à ce moment-là, c'était Taxi Driver, c'était vraiment le nouvel Hollywood. Le nouvel Hollywood, exactement, avec Scorsese et compagnie. Et c'était, enfin, le blockbuster, c'était fini pour eux. Et pour vendre ce projet ambitieux, coûteux et complètement incertain, il fallait la vision qu'avait Ralph McQuarrie pour Star Wars et par exemple Möbius pour le projet de Jodorowsky, de Dune de Jodorowsky. Ce nouvel Hollywood, donc avec Spielberg et tout ça, Rencontre du troisième type, c'est aussi un des films qui a motivé le projet Star Trek. Il est sorti quand La même année que Star Wars, je crois, 77-78 par là. Il me semble que c'est 78. Hein, mais... Voilà, parce qu'en fait, il y avait tout ce pari qu'avaient fait Lucas et Spielberg, où ils se sont filés chacun 3%, je crois, des bénéfices de leur franchise, chacun étant persuadé que l'autre allait mieux marcher que lui. Spielberg a eu plus de pif que Lucas sur ce coup-là. Il y a un truc qui est frappant dans les deux films quand même, c'est cette diversité sociale, sociétale. Cette diversité d'humains, d'aliens au cœur de la rébellion, ou même de la cantina dans Star Wars. On retrouve de tous les genres, de toutes les espèces, de toutes les couleurs. Foisonnement. C'est très très varié. Dans Star Trek aussi, c'est quand même un des fondements de ça, c'est-à-dire que on a un personnage asiatique, Sulu, on a un personnage russe, Tchekhov, on a un personnage afro-américaine, Uhura, on a un alien, littéralement, Monsieur Spock. Même si c'est un alien humanoïde, quoi, il a juste des oreilles pointues Alors, et tous une frange à la con. Tous les aliens dans Star Trek sont très humanoïdes en général, sauf des trucs un peu trop bizarres. Mais... Ça coûte moins cher. Ouais, mais si c'est un peu trop bizarre, on tire dessus. Il est moche, c'est la morale Disney, ça, dans les... Il est moche, tuez-le. Et pour le coup, dans l'Empire, par contre, et on y reviendra un petit peu dans La Colère de Khan aussi, mais dans l'Empire, c'est que des hommes blancs. Et c'est... Des humains, en tout cas, parce que ça a changé. Maintenant, enfin... Surtout, pas de dire depuis Disney, parce que c'est depuis Disney qu'on revoit l'Empire dans certains projets, parce que les années 2000, c'était la prélogie, où l'Empire est plus diversifié, on va dire, c'est-à-dire que tu as des agents de l'Empire qui sont noirs ou asiatiques, mais en revanche, tu as raison, ça reste que des humains, à part quelques très rares exceptions comme Thrawn, je sais pas comment qui est le seul. Qui est bleu. Oui, parce qu'il est trop fort. Mais pour le coup, dans l'épisode 4, puisque c'est quand même le sujet à la base, à l'épisode 4, c'est vraiment que des hommes blancs un peu âgés en plus. Vieux. Peter Cushing, tout ça. Qui est une certaine vision quand même de l'extrême droite, littéralement d'un empire totalitaire. Et ça se vérifie dans la vraie vie, c'est fou, on pourrait croire que c'est une caricature, ça ne l'est pas. Non mais surtout que George Lucas l'a dit, c'est que lui s'est toujours inspiré de l'Allemagne nazie, que les rebelles c'était plus, ça pouvait être interprété comme, à l'époque c'était les rebelles au Vietnam. Bien sûr. Donc c'est pas une lecture tirée par les cheveux ou je sais pas quoi, c'est Lucas lui-même qui l'a dit. Bien sûr. Et c'est ça qui est intéressant de voir qu'en fait Starfleet c'est l'exact opposé de l'Empire, parce que c'est elle la force dominante, mais qu'il fait d'une manière c'est une société qui est bienveillante, bien régie, diverse. Surtout qu'en plus Tchekhov, tu l'as dit, c'est le russe, alors que Star Trek on est encore dans la guerre froide, tout ça. Ils auraient pu faire
en sorte que les méchants dans Star Trek, ce soit une espèce de parabole du communisme soviétique, comme c'était beaucoup fait à l'époque. Ouais. Alors que non. Non, pas du tout. On part du principe que dans le futur, on est tous copains, voilà. C'est ça, et notamment dans le 4e film, où ils reviennent dans les années 80, donc en pleine guerre froide pour le coup, Oui. et où t'as littéralement Tchekhov qui va voir un agent de police qui demande où se trouve le sous-marin nucléaire, et avec son accent russe à couper au couteau, et qui est une scène très drôle. D'accord. Et Star Trek 4 n'est pas le sujet de cet épisode. La science-fiction Même si avec excellent. la guerre froide, c'est plus le sujet de 2001, l'Odyssée de l'espace, et puis de sa suite 2010. Ouais. Où là, Mais de toute façon, Star Trek c'est toujours basé sur le contexte politique actuel pour faire des métaphores. Et c'est le concept de la science-fiction elle-même. Voilà. C'est de parler de la société actuelle avec des métaphores de l'espace et des vaisseaux et des pam-pam boum boum. Voilà, les Klingons, les Romuliens, ça a toujours été pour métaphoriser les Vietnamiens ou les Russes ou les Chinois ou plein de choses qui sont en conflit avec les États-Unis. Après, l'Enterprise, c'est également le nom de la première navette spatiale américaine. Alors, elle a jamais été... Donc, il y a eu plusieurs... navette spatiale, vous voyez, le truc triangulaire, avec l'avion qui pouvait revenir comme un avion se poser. Il y en a eu plusieurs, il y en a eu 2 qui ont explosé. Et la première, elle s'appelait Enterprise. Elle n'a jamais volé. Elle n'a jamais été dans l'espace parce que c'était la toute première, donc ils l'ont plutôt réservée à des tests atmosphériques. Parce que, au niveau aérodynamique, c'était très compliqué en fait de faire voler. Enfin, c'est plus un planeur vu qu'il n'y a pas de moteur en fonctionnement quand elle revient. C'est d'ailleurs très risqué finalement de faire atterrir une navette spatiale parce que on peut pas essayer une fois d'atterrir et puis si ça marche pas, refaire un tour et réessayer. T'essayes une fois parce que t'as pas de carburant, tu peux pas remonter en fait. Et l'Enterprise est reconnaissable au fait qu'à la place des moteurs, il y a une espèce de queue aérodynamique blanche qui leur permettait de valider le design aérodynamique qui était le plus compliqué à calculer avant de lancer vraiment une navette. Donc le vaisseau il s'appelle Enterprise, d'où il vient ce nom Enterprise? Le sais-tu? Non, je ne le sais pas. Et bien, en fait, alors Star Trek, toute l'organisation à bord du vaisseau Star Trek s'est inspirée des flottes maritimes en fait. D'où USS Enterprise. Ouais. Et l'USS Enterprise originale, c'est la plus grosse frégate de la marine américaine. Pendant la Seconde Guerre mondiale ou Alors, je sais pas, mais okay. c'est un moment. En fait, c'est un nom qui a appartenu à beaucoup de vaisseaux, donc des vaisseaux maritimes, à travers les âges. D'accord. Et notamment dans la série Nouvelle Génération, dans la cabine de Picard, il y a des maquettes avec tous les vaisseaux Enterprise, du premier bateau au vaisseau actuel, l'Enterprise D ou E, qui est dans la série. Parce que Picard, il est français dans le lore Star Trek. Picard, il est français. De Haute-Savoie, un truc comme ça. Il vient de Bourgogne. Oui, voilà, c'est ça. Mais de Franche-Comté. Voilà. Mais il a son château avec ses vignes. C'est marrant parce que du coup, son vaisseau, il s'appelle pas le Charles de Gaulle ou... Non, mais non, ça reste l'Enterprise toujours. Non, ça aurait été marrant. Ce qui est une grosse différence aussi entre Star Trek et Star Wars, c'est que dans Star Trek, c'est de la science-fiction. Et il y a vraiment un aspect scientifique on cherche à découvrir ce qui se passe. Dans Star Wars, quand on comprend pas quelque chose, on tire dessus. Globalement, c'est la guerre, littéralement, c'est la guerre. Donc, il n'y a pas d'enjeu de réflexion dans Star Wars. C'est vraiment... c'est une histoire de chevalier qui se déroule par hasard dans l'espace. Mais ça pourrait se passer n'importe où. Exactement. Et c'est donc mon dernier point, qui est un point assez connu, c'est que est-ce que Star Wars, finalement, c'est vraiment de la science-fiction ? Pas vraiment. Effectivement, on n'est pas dans... Il n'y a aucune notion de futurisme, déjà parce il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine. On n'a pas de nouvelles technologies, parce que les nouvelles technologies ne sont pas impressionnantes. C'est des sabres laser, c'est tout vieux. Les blasters, c'est un peu moderne, mais bon, c'est pas non plus... Tout est plein de poussière, tout est vieux. Et en fait, c'est vraiment de la space fantasy. On est dans un univers fantastique où la force, c'est pas quelque chose de scientifique, c'est quelque chose de magique, qui d'ailleurs, pour le coup, l'épisode 1 est plus scientifique là-dessus, en apportant les midi-chloriens, qui donne un aspect science-fiction à la saga, mais en tout cas dans l'épisode 4, en l'état, c'est vraiment du fantastique. C'est de la space fantasy, alors que vraiment Star Trek, c'est l'exploration spatiale, c'est comprendre, c'est développer des technologies, c'est comprendre les technologies, tout ce qui se passe a une explication logique et rationnelle, quoi. Même quand c'est un peu bizarre, il y a toujours une explication scientifique derrière, une certaine volonté de rigueur, et c'est en ça que Star Wars et Star Trek n'ont absolument rien à voir. Et ils ne sont pas vraiment comparables en soi.
C'est vrai qu'affronter les deux sagas, est-ce que tu préfères Star Wars ou Star Trek, c'est tellement différent. C'est pas vraiment la Les même deux chose, sagas mais sont excellentes pour 1001 raisons qui ne sont absolument pas les mêmes. on va y chercher différentes choses. Exactement. En ce qui concerne la science-fiction et Star Wars, tu l'as dit, les films suivants et aussi beaucoup l'univers étendu réinjectent beaucoup d'idées vraiment de science-fiction qui reviennent. Il y a des émergences d'intelligence artificielle, il y a des visiteurs extragalactiques, enfin il y a plein de questions qui se posent finalement dans les deux univers, mais effectivement pas dans les films. L'impulsion première de Star Wars, c'est vraiment de raconter une histoire de cap et d'épée. Et c'est donc ainsi que se conclut ce 24e et avant-dernier épisode de Rien à voir les films, pour cette année en tout cas. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, la semaine prochaine, on continuera ce qu'on est en train de faire en comparant les deux suites, l'Empire contre-attaque et la colère de Khan. Et en attendant, si ce soir vous n'avez rien à voir, vous pouvez retrouver la saga Star Wars sur Disney+, la saga Star Trek et toutes ces séries sur Paramount+. Merci beaucoup de votre fidélité. Ciao, bye. Salut à tous. Salut. Il est bon pour la casse. Ouais, mais il fait du 0,5 au-dessus de la vitesse lumière. Ah, peut-être que ce coucou est moche à voir, mais il en a dans le ventre, c'est ce qui compte. Nous avons besoin d'un certain temps de rodage. Sachez qu'un objet non identifié d'une incroyable puissance de destruction est à moins de 3 jours de cette planète. Prêt ou non, il sera lancé dans 12 heures. J'attendais, Obi-Wan. Enfin, nous nous retrouvons. Quand je vous ai quitté, j'étais votre disciple. Aujourd'hui, je suis le maître. Maître des forces du mal, Vador. Notre mode de transmission initial était probablement trop primitif pour être reçu. Je vais programmer nos ordinateurs de manière à ce qu'ils émettent un lingua code sur leur fréquence. Le protocole, oui monsieur, c'est ma fonction principale. L'étiquette n'a aucun secret pour moi. Mon premier emploi a été la programmation des treuils à circuit binaire qui sont très voisins des vaporateurs de monsieur. Tu parles trop. Bon, je prends celui-là. Luc! T'es très inspiré, notamment par La forteresse cachée de Kurosawa, c'est des films de samouraï, c'est tous les styles de combat qu'on voit dans la saga qui sont inspirés de vrais styles de combat qui existent. Même Jar Jar Binks, il paraît que c'est inspiré d'un style de combat qui existe, qui consiste à faire n'importe quoi. Oui, c'est vrai, c'est de se battre en étant le plus aléatoire possible. Ah oui, la technique de l'homme ivre, ouais. Oui. On va pas terminer sur Jar Jar Binks, s'il te plaît. Passe au podcast. Je couperai.